Très bien, maintenant nous allons aborder une autre activité, savoir les techniques du recrutement. Je pense que c'est l'une des activités qui vous intéresse, surtout en tant qu'étudiant, parce que bientôt vous allez aller sur le marché du travail. Et cette partie du recrutement, il sera scindée en deux. Dans un premier volet, je vais essayer de présenter, si vous voulez, le processus classique que vous avez trouvé sur tous les ouvrages dédiés à la GRH. Et un deuxième volet que je pense le plus important et qui vous intéresse beaucoup, c'est des simulations d'entretien de recrutement. L'objectif est de vous montrer quelles sont les erreurs classiques à ne jamais commettre dans un entretien de recrutement ou qui sont tout simplement les erreurs à éviter quand vous allez passer un entretien de recrutement. Sur ce deuxième volet, je vais vous faire visualiser des entretiens réalisés réellement. Vous allez constater que le candidat il a commis beaucoup d'erreurs et dans une deuxième phase, je vais vous aider et vous montrer quelques techniques pour pouvoir corriger ces erreurs et se préparer correctement à un entretien de recrutement. Le recrutement comme activité principale de la GRH est aussi important comme le descriptif de poste, comme outil. Tout simplement parce que le recrutement constitue, si vous voulez, l'épine dorsale de toute la GRH à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais une erreur est commise au niveau du recrutement, eh bien, ça va impacter d'une manière directe toutes les autres activités à l'intérieur des activités RH, bien évidemment, à l'intérieur de l'entreprise. Le recrutement, c'est une décision très, très délicate et très compliquée des fois parce qu'elle engage fortement l'employeur, bien évidemment, d'un point de vue productif, financier et social. Et la difficulté de cette opération, elle est en grande partie liée au contexte d'incertitude qui la caractérise. Et surtout, ou notamment, l'incertitude liée aux asymétries d'information. Pourquoi? Parce que l'employeur de son côté ne peut pas avoir la certitude que les compétences réelles, la certitude des compétences réelles de candidat lors du recrutement, ni sur le niveau d'effort que ce candidat est prêt à fournir, à déployer au sein de l'entreprise pour accomplir ses tâches et ses missions. Et de même, le salarié ne peut pas avoir de certitude sur la crédibilité de contrat moral qui lui est proposé par l'employeur. C'est pour cela qu'il s'agit d'une opération un peu délicate et un peu sensible. Mais dans ce contexte incertain, et pour limiter ces risques, il y a un certain nombre de techniques et d'étapes qui caractérisent ou qui structurent ce processus de recrutement. Mais avant de rentrer dans ces détails et de vous proposer un peu le processus classique tel que vous allez le retrouver dans les livres de GRH, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est l'objectif principal de cette activité de recrutement? Je vous demande d'y réfléchir et peut-être je demande à chacun d'entre vous d'écrire un peu sa réponse sur un bout de papier, comme ce qu'on avait déjà fait lors d'une séance, avant de vous donner la réponse. Je sais que la majorité parmi vous vont dire que le recrutement est fait effectivement pour permettre aux responsables RH de choisir le meilleur candidat parmi les candidats qui vont candidater ou qui vont se proposer pour le poste présenté ou le poste vacant. Eh bien, moi, je vais vous dire non. Le recrutement ne vise pas à mettre en place toute une démarche pour choisir ou sélectionner le meilleur, mais le recrutement, c'est pour permettre à l'entreprise de ne pas perdre le meilleur. Comment? S'il y a 10 personnes qui vont se présenter pour un poste, vous imaginez que le recrutement, c'est comment faire pour recruter le meilleur parmi les 10, mais non, comment faire pour ne pas perdre le meilleur parmi les 9. D'où il y a un ensemble de conditions, un ensemble de normes qu'il faut respecter, aussi bien de la part de candidats que de la part de recruteurs pour pouvoir effectivement arriver à ne pas perdre la bonne personne ou le bon candidat.
Durant cette activité de recrutement, qui a beaucoup évolué, qui va encore évoluer davantage, je vais essayer de vous dévoiler une partie très longtemps cachée, c'est comment doit faire un recruteur pour ne pas perdre la bonne personne. Parce que dans le livre, les débats qui sont organisés autour de cette activité, c'est qu'on se focalise toujours sur le candidat en disant comment aider un candidat à réussir un entretien de recrutement, comment le coacher pour répondre correctement aux questions, comment lui montrer de ne pas tomber dans les pièges et d'éviter les questions classiques, etc. Mais même au niveau des livres, c'est très rare qu'on se pose la question, est-ce que le recruteur il est qualifié pour le recruter? Est-ce que toute personne peut faire le recrutement? Donc il y a des exigences aussi de la part du recruteur, il y a des compétences que la personne qui doit recruter doit avoir en termes d'expérience, en termes de savoir, en termes de savoir-faire. Eh bien, je vais essayer de dévoiler cette partie aussi comme un gage de réussite de cette activité de recrutement. Alors, le processus classique qu'on voyait sur cette présentation, il est organisé autour de 3 phases ou de 3 moments forts de l'activité de recrutement, qui est la définition du besoin, la recherche des candidats, la sélection des candidats et puis l'accueil et l'intégration. Alors, si vous allez trouver sur certains livres ou certains ouvrages des ressources humaines qu'il y a des processus composés de 7, 8 ou 10 étapes, le nombre diffère d'un auteur à un autre, mais les 4 moments très forts qui structurent cette opération de recrutement sont la définition, la recherche des candidats, la sélection et puis l'accueil et l'intégration. Pour la définition du besoin, dans l'entreprise, au contexte que l'entreprise décide de recruter, il faut qu'il y ait une demande de recrutement, il faut qu'effectivement qu'il y ait cette décision de recrutement, je vais y revenir tout à l'heure, et puis une fois que la décision est prise, qu'elle est justifiée, parce qu'on ne recrute pas chaque jour, on ne recrute pas quand on est de bonne humeur, on a envie de recruter. Recruter, c'est une décision et cette décision doit obéir, comme toutes les autres décisions qui se prennent à l'intérieur de l'entreprise, à un certain nombre de paramètres, à un certain nombre de conditions, à un certain nombre de normes. Une fois que cette décision de recruter est prise, eh bien, on passe à la définition du poste et à la définition du profil du poste. Donc là, je vous renvoie à l'ensemble des éléments explicatifs que je vous ai présentés quand j'ai parlé de la description du poste de job description. La deuxième phase de recherche des candidats, qui a beaucoup évolué, et ça aussi on va lui réserver suffisamment du temps parce qu'avec le développement des réseaux sociaux, une bonne partie des pratiques de recrutement ont beaucoup changé et ont évolué bien évidemment pour suivre l'évolution de l'environnement général. Le recrutement, soit ça va passer en interne ou par des candidatures externes. Bien évidemment, un recrutement en interne ou en externe, chacun il a des avantages, il a des inconvénients. Et c'est sur la base de cette analyse avantages-inconvénients de chaque mode de recrutement, que ce soit en interne, que ce soit en externe, que l'entreprise décide prend la décision d'opter pour l'un ou l'autre. Et puis, la sélection des candidats. Là encore, au niveau de la sélection des candidats, il y a un ensemble de techniques et de façons de faire qu'il faut absolument respecter, de premier tri des candidats jusqu'aux entretiens, jusqu'aux différents types de tests que chaque phase de l'entretien ou chaque type d'entretien exige. Là également, il y a quelques principes qu'il faut absolument respecter et je vais y revenir tout à l'heure. Et puis une dernière phase, la phase de concrétisation. Une fois que la décision est prise de quel candidat il faut retenir, bien évidemment quel candidat il faut retenir par rapport à toutes les autres phases précédentes d'analyse de poste et du profil de candidat. Une fois la décision prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retenir uniquement le candidat dont le profil correspond exactement au profil du poste. C'est ce qu'on appelle aussi un équilibre
entre le profil du poste et le profil du candidat. Et puis, on passe à la négociation des conditions de travail, la signature du contrat. Et une fois que le contrat est signé, eh bien, on passe à la dernière phase qui est très importante malheureusement, que certaines entreprises ont la pratique, il est un peu sous-estimé dans certains cas, mais elle est extrêmement importante, qui est l'intégration. Ça veut dire qu'il faut accompagner le nouveau recrue dans une entreprise pour lui garantir l'intégration, pour lui assurer ces conditions de son intégration dans l'entreprise. Rapidement, voilà, si vous voulez, les étapes classiques ou les grands moments. Enfin, moi, je préfère appeler ça les grands moments parce que le nombre d'étapes diffère d'un auteur à un autre. La demande de recrutement vient soit d'un départ volontaire, soit d'un départ en retraite, soit d'un besoin supplémentaire en termes, par exemple, d'augmentation de l'activité ou de changement d'activité ou de l'introduction d'un certain nombre de types d'activités dans l'entreprise qui justifient ce besoin de recrutement. Ce sont les origines, si vous voulez, de la demande de recrutement et tout cela doit passer par des analyses, un diagnostic d'opportunité en termes de solutions, en termes de productivité, mais également du côté financier que ça exige. Dans la définition du besoin, nous allons revenir aussi sur la description de la fonction, la description du poste. Donc le poste, quelle est sa finalité, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les compétences et les habilités que ce poste exige. Et là, dans le descriptif de poste, on va retrouver l'identification, la mission, la situation de la structure ou le positionnement dans la structure organisationnelle, l'inventaire des situations professionnelles, etc., etc. Donc tout ce que nous avons dit par rapport au descriptif de poste. Et ça va normalement en termes d'analyse, ça doit nous amener à déterminer ou à préciser la mission confiée, les compétences nécessaires. À partir de là, on peut déjà commencer à décrire ou avoir un minimum d'informations pour pouvoir décrire le profil de candidat. Quel serait le candidat idéal pour occuper ce poste? Deuxième phase, une fois que tout cela est fait, que le besoin est justifié, le besoin de recruter est justifié, que nous avons élaboré le descriptif de poste à partir duquel nous avons essayé de rédiger ou d'avoir les caractéristiques par rapport au candidat, quelles sont les compétences exigées. Quand je parle de compétences, bien évidemment, je parle de savoir, je parle de savoir-faire, je parle de savoir-être, mais également quelles sont les habilités qu'on doit exiger ou que le poste exige et qu'on doit retrouver chez le candidat. Et là, quand on a ces éléments, on peut regarder est-ce que le recrutement il est très avantageux pour l'entreprise si il le fait en interne. Et dans ce cas-là, ça peut être sous forme d'une promotion, ça peut être sous forme d'une mobilité, ça peut être sous forme d'un redéploiement. Ou bien le recrutement sera beaucoup plus avantageux et bénéfique s'il est fait en externe. Comme je disais il y a un instant, chaque mode de recrutement il a des avantages et des inconvénients. Le recrutement en interne, il est moins coûteux et il n'y aura pas vraiment d'intégration parce qu'il s'agit d'une personne qui connaît bien l'entreprise, qui connaît la culture de l'entreprise, qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, qui a déjà vécu dans cette entreprise. Donc toutes ces phases-là ne seront pas obligatoires ou nécessaires quand on passe par un recrutement en interne. Le recrutement en externe, c'est une activité qui va permettre à l'entreprise d'injecter du sang neuf dans l'entreprise, de ramener d'autres compétences. Et c'est vrai que ça nécessite de l'intégration, ça nécessite de l'accompagnement. Et en plus que cela, ça coûte. Les recrutements faits via des organismes externes ou via des cabinets de recrutement ou des chasseurs de tête, en général, ils sont pointus, ils sont efficaces certes, mais ils sont coûteux. Et là, quand l'entreprise a décidé de passer par un recrutement externe, il y a plusieurs voies. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
occupe une place très importante dans ces démarches de recrutement. Il y a aussi l'approche directe, ce qu'on appelle les chasseurs de tête, quand il s'agit vraiment d'un cadre qui doit avoir des compétences spécifiques ou des habilités un peu particulières qui sont très difficiles à retrouver. Et là, on passe par les chasseurs de tête, qui est un volet de recrutement très très spécialisé et qui coûte beaucoup plus cher que les autres formes classiques de recrutement externe. Une fois qu'on a choisi le mode et la voie de recrutement, bien sûr, on commence à recevoir des candidatures et ces candidatures nécessitent un traitement spécifique si on veut que le recrutement soit fait dans les règles de l'art afin d'arriver à l'objectif qui lui est assigné, que je vous ai précisé au départ, qui est comment faire pour ne pas perdre la bonne personne. Et là, j'aurai l'occasion de partager avec vous quelques modestes expériences que j'ai vécues personnellement dans l'accompagnement et le pilotage des processus de recrutement de cadres supérieurs ou de cadres moyens pour plusieurs entreprises. Chaque entreprise ou chaque cabinet qui fait du recrutement, il a ses outils personnels ou particuliers, même si ces outils se rassemblent sur pas mal de critères. Je profite de cette occasion pour ouvrir une parenthèse et pour adresser un message. Vous adressez un message à mes étudiants, mais également à toutes les personnes qui seront amenées à passer des entretiens de recrutement. Le CV, même si aujourd'hui ça a pris des formes différentes, j'en parlerai surtout quand il s'agit de ce qu'on poste sur LinkedIn. Le CV, c'est votre vitrine, c'est votre carte visite. Il y a des normes pour présenter un CV attrayant, un CV qui ne contient pas des erreurs, parce que la première phase de sélection et de tri, ça va être fait sur la base de ce CV. Et par conséquent, il y a des normes qui facilitent un peu cette sélection et qui renforcent les chances de candidats pour qu'ils soient retenus déjà au niveau de cette phase de tri des candidatures. Une fois, voilà si vous voulez un exemple, un exemple de boîte à outils concernant l'activité de recrutement, où vous allez retrouver le descriptif de poste. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations par rapport à ces boîtes d'outils, je vous invite à aller sur la source qui est affichée sur ces slides en bas de chaque boîte à outils, où il y a des grilles d'analyse. Regardez un exemple de grille de présentation des CV. Donc, il y a des critères de présélection. Ces critères de présélection sont définis par l'entreprise en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. En général, vous les retrouvez d'une manière très brève sur les annonces de recrutement, en termes d'expérience professionnelle, en termes de langue, si par exemple l'exercice de cette fonction ou l'occupation de ce poste l'exige. C'est pour cela que je vous ai parlé et je vous ai expliqué que les trois principes de la rédaction ou de description de poste, c'est ce qu'on reprend pour rédiger les annonces. Ça, c'est un modèle. Je dis bien c'est un modèle, il n'y a pas que ça, mais il y en a d'autres, et à chaque recruteur il a sa façon d'établir ou d'élaborer ou de définir cette grille de présélection de CV qu'on peut même fois avoir sous forme d'outils très très poussés qui facilitent l'analyse, mais surtout qui facilitent l'analyse, mais qui permettent de garantir une fiabilité de l'information. Ça, c'est la première phase de sélection. La deuxième phase, c'est l'entretien. Alors, effectivement, quand vous êtes retenu au niveau de trait des CV, ça veut dire que votre profil répond aux exigences du poste en termes de savoir et de savoir-faire. Quand on fait appel à vous pour un entretien de recrutement, sachez qu'on va évaluer votre personnalité. C'est-à-dire on va évaluer, si vous voulez, le savoir comportemental ou le savoir-être. Et c'est pour cela que durant ces entretiens, dont l'objectif est d'évaluer votre côté de personnalité ou les comportements à travers la personnalité, il faut se préparer pour ce genre
d'entretien. C'est bon. Très bien, je disais que les tests des entretiens de recrutement ont pour objectif de déterminer les points forts et les points faibles du candidat et d'évaluer la capacité ou les aptitudes du candidat à occuper ce poste et de classer ses aptitudes. Comme je disais, l'objectif de l'entretien, c'est d'évaluer le savoir-être du candidat, c'est-à-dire tout ce qui est lié au comportement du candidat et par conséquent, il s'agit d'évaluer la personnalité. Vous savez que le comportement, c'est la face visible de la personnalité. Quand on veut évaluer une personnalité, eh bien on l'évalue à travers l'évaluation des comportements. Et ça, c'est vraiment l'objet des entretiens de recrutement. Et c'est pour cela qu'il y a différents types de tests. Il y a des tests d'aptitude, il y a des tests de personnalité, des mises en situation, qui est vraiment une pratique très courante, et des méthodes sur les habiletés. Je disais que durant ces entretiens ou ces rencontres d'entretien de recrutement, il s'agit d'évaluer la personnalité de l'individu. Vous savez tous que le comportement, c'est la face visible de la personnalité. Et quand on veut évaluer la personnalité lors d'un entretien de recrutement ou bien dans d'autres occasions où la personnalité fait l'objet d'évaluation, en général, on passe par 5 traits de personnalité qui font l'objet d'évaluation, que nous avons retrouvé bien évidemment dans un entretien de recrutement. L'estime de soi, le lieu de contrôle interne ou externe, extraverti, introverti et le dogmatisme. L'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne à soi-même, mais également c'est la valeur donnée par les autres. C'est pour cela que dans un entretien de recrutement, je vous conseille, avant d'aller à l'entretien de recrutement, d'avoir une idée, par exemple, sur la rémunération pratiquée sur le marché par rapport au poste auquel vous allez, où vous êtes candidaté, avoir une idée. Et ça, vous avez aujourd'hui plusieurs sources d'informations qui vont vous permettre d'avoir des idées sur le poste et sur la rémunération du poste afin d'être bien préparé et de réussir l'entretien de recrutement. L'erreur commise par certains, c'est qu'il vient de sortir de l'école, il n'a pas d'expérience, il n'a pas assez d'expérience professionnelle et ses compétences ne sont pas encore confirmées. Comme je vous ai dit la dernière fois, la compétence elle est liée à la situation. Et d'ailleurs, ce qu'on évalue chez un candidat junior comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de sortir de l'école, qui est fraîchement diplômé, ce qu'on évalue chez cette personne, ce n'est pas ses compétences parce qu'il ne les a pas encore d'une manière confirmée, mais ce qu'on cherche à évaluer surtout, c'est son potentiel. C'est pour cela qu'il y a une démarche très appropriée pour l'évaluation des candidats juniors comme vous. Il y a une démarche également un peu différente avec d'autres outils différents quand on évalue, quand on fait des entretiens de recrutement pour des cadres confirmés. Donc l'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne à soi-même. Il faut que ça soit réel et juste. Quand vous venez de sortir de l'école et vous allez postuler pour un premier emploi, vous n'allez pas demander 20 ou 30 000 comme salaire parce que ce n'est pas justifié, ce n'est pas confirmé. Donc l'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne à soi-même. Moi, ce qui me choque dans certains entretiens de recrutement, il y a un certain nombre de personnes malheureusement qui ont une estime de soi très faible. C'est le genre de candidat, quand vous arrivez à la négociation de salaire, vous lui dites alors quelles sont vos prétentions salariales et il va vous dire écoutez, moi ça fait 3 ans que je cherche, 2 ans que je cherche un emploi, je n'ai pas trouvé, moi je veux juste travailler. J'ai une famille derrière, je prends en charge mes parents, tout ce discours. Moi, tout ce que vous allez me proposer comme salaire, je vais l'accepter parce que je veux juste travailler. Ça, c'est dangereux et c'est grave. Ce sont des gens ou des personnes qui ont cette estime de soi très faible. Il y en a d'autres qui ont une estime de soi très élevée, mais de l'autre extrémité, c'est les gens comme ce que je viens de dire, qui proposent par exemple des conditions de travail, de salaire qui ne sont pas à la hauteur des compétences ou de leurs compétences qui ne sont pas encore confirmées. Ça, c'est l'estime de soi.
le lieu de contrôle interne et externe. Alors, le lieu de contrôle interne et externe, je trouve qu'il est aussi très expliqué par le côté culturel. C'est les gens qui croient que tout ce qui leur arrive dans la vie, ils en sont maîtres, ou bien les gens qui croient que tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est l'affaire des autres. C'est le cas des étudiants que je donne toujours parce qu'il est très significatif. Quand un étudiant ne réussit pas un examen, c'est pas lui, c'est toujours la faute aux autres. Soit que l'examen est très difficile, soit que le prof n'a pas bien corrigé, soit l'administration a commis des erreurs au niveau de la CIE. En tout cas, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est le lieu de contrôle externe, mais le lieu de contrôle interne, c'est les gens qui ont cette habilité ou cette capacité d'assumer leurs responsabilités, de dire oui, moi j'ai pas réussi parce que j'ai pas travaillé tout simplement. J'ai pas réussi parce que c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il faut faire. Et là, ça diffère et je pense que nous allons revenir sur l'ensemble de ces aspects liés à la culture au niveau du volet réservé au management interculturel. L'introversion et l'extraversion, vous savez, quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un de très enfermé, qui n'est pas très ouvert. Extraverti, c'est l'inverse. Et nous allons voir ces comportements dans des simulations de recrutement, comment une personne qui a ce trait de caractère se comporte dans des entretiens de recrutement, et le dogmatisme, qui est un trait de personnalité. Ce sont en général des personnes qui ont, je dirais, de la difficulté à changer leur avis, même quand ils savent que leur avis n'est pas le plus correct. C'est des gens qui sont ou qui se comportent de cette manière. Je vous ai donné quelques traits de personnalité parmi les plus utilisés en termes d'évaluation, et une grande partie de ces traits de personnalité feront l'objet dans des entretiens de recrutement en termes d'estime de soi, le lieu de contrôle, le comportement, l'attitude, introversion ou extraversion, etc. Pour tous ces aspects, il y a des outils dont on va découvrir certains dans des simulations de recrutement, mais sachez, je le dis, je vais le répéter plusieurs fois, sachez que réussir un entretien de recrutement, ça se prépare. Et c'est ce que je vais vous montrer dans le deuxième volet de ce séminaire. Une fois que ce test est passé, que la décision a été prise, que le candidat dont le profil est le plus proche ou le plus idéal pour occuper le poste en question, quand cette décision est prise, bien évidemment, on passe à la signature du contrat et à l'accueil et à l'intégration. Donc, toutes ces activités sont très importantes pour réussir l'opération de recrutement. Vous allez peut-être commencer à comprendre que l'opération n'est pas aisée, n'est pas facile. L'opération est très complexe, vu la symétrie de l'information dont j'ai parlé et vu l'incertitude de la part de l'employeur et de la part de l'employé. Donc, toute cette incertitude qui entoure l'opération de recrutement fait d'elle l'une des activités de GRH les plus difficiles, en plus de sa nature d'impact direct avec toutes les autres activités de la gestion des ressources humaines.